On ne boit pas le poison une seconde fois. C'est une règle de survie de base. Alors pourquoi ? Pourquoi quand cette personne, celle qui a empoisonné votre confiance et anéanti votre paix, frappe à nouveau à votre porte, vous hésitez à lui servir un verre ? Ne vous mentez pas. Vous la sentez, cette pulsion. Ce stupide, ce dangereux espoir qui murmure « peut-être que cette fois ». Cet espoir n'est pas votre ami. C'est le complice de votre futur bourreau. Alors oubliez ce que votre cœur vous dit. Oubliez la pitié et les belles paroles. Pour les prochaines minutes, nous allons utiliser une logique froide, une armure vieille de 2000 ans forgée par les stoïciens. Ce n'est pas une méthode pour se sentir mieux. C'est une stratégie de survie pour ne plus jamais être une victime. Écoutez attentivement, parce que la décision que vous allez prendre après cette vidéo déterminera si vous restez une proie, ou si vous devenez enfin le gardien de votre propre forteresse. Avant de dégainer l'épée de la logique stoïcienne, nous devons comprendre le terrain sur lequel nous combattons. Ce champ de bataille, c'est votre propre esprit. Et il est truffé de pièges que votre adversaire, consciemment ou non, va exploiter. Si vous hésitez, ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce que vous êtes humain, et que vous tombez dans des pièges psychologiques puissants. Le premier piège, c'est celui de l'illusion des coups irrécupérables. Vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'amour, des années peut-être, dans cette relation. Tout jeter à la poubelle semble être un gâchis monumental. Alors, votre esprit vous ment. Il vous dit, si je lui redonne une chance, peut-être que mon investissement initial ne sera pas perdu. Je peux encore le rentabiliser. C'est la même logique qui nous pousse à continuer de regarder un mauvais film pendant 3 heures juste parce qu'on a payé le ticket. C'est une erreur. L'investissement est perdu. Tenter de le sauver en réinvestissant dans un actif toxique est la définition même de la faillite émotionnelle. Votre passé n'est pas une encre, c'est une leçon. Traitez-le comme tel. Le second piège est la distorsion narrative. Notre cerveau déteste les histoires sans fin heureuses. Une trahison est une fin brutale, laide, insatisfaisante. Le retour du traître offre une tentation irrésistible, celle de réécrire le dernier chapitre. De transformer une tragédie en une histoire de rédemption. Nous voulons croire à cette belle histoire où l'amour triomphe de tout, où les gens changent. Mais vous n'êtes pas le scénariste de la vie de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes responsable que de votre propre histoire. Et la question est-ce que le prochain chapitre de votre histoire mérite de commencer par une réécriture risquée du passé, ou par une page blanche audacieuse? Enfin, il y a le piège le plus insidieux, la peur de la solitude. Parfois, nous ne voulons pas tant de cette personne, que nous voulons une personne. Le vide qu'elle a laissé est un courant d'air froid, et son retour est une promesse de chaleur, même si vous savez que cette chaleur peut venir d'un incendie qui a déjà tout ravagé une fois. Vous préférez une souffrance familière à une solitude inconnue. C'est un calcul terrible, mais courant. Accepter son retour par peur d'être seul, c'est dire à l'univers que n'importe quelle compagnie vaut mieux que la vôtre. C'est le plus grand des mensonges. Comprendre ces pièges ne les fait pas disparaître, mais cela leur retire leur pouvoir. Vous les voyez pour ce qu'ils sont, des illusions, des mirages dans le désert de votre anxiété. Maintenant que la carte du champ de bataille est claire, nous pouvons nous armer. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'indifférence. C'est une philosophie de la distinction. Elle ne vous demande pas de ne rien ressentir, mais de savoir ce qui mérite votre attention et ce qui n'est que du bruit. Face au retour d'un traître, cette distinction est votre seule arme. La première étape est la forteresse du contrôle. L'empereur Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, passait ses nuits à s'écrire une chose simple. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. C'est le fondement de toute tranquillité d'esprit. Appliquons cela, radicalement. Ce qui ne dépend pas de vous, la sincérité de ses excuses. C'est une boîte noire. Vous n'y aurez jamais accès. Ses intentions réelles. Sont-elles nobles ou égoïstes? Inutile de spéculer, c'est du brouillard. Le fait qu'il ou elle ait changé. Le changement est un processus interne à une autre personne. C'est son combat, pas le vôtre. Ses actions futures. Vous ne pouvez pas les prédire, et espérer le meilleur n'est pas une stratégie. Ce que les autres penseront de votre décision. Votre famille, vos amis. Leur opinion est hors de votre contrôle.
Tenter de baser votre décision sur l'un de ces éléments, c'est comme essayer de construire une maison sur des sables mouvants. C'est une source infinie d'anxiété et de déception. Maintenant, la seule chose qui compte, ce qui dépend totalement de vous, votre jugement sur la situation, non pas le jugement émotionnel, mais l'analyse rationnelle des faits. Votre consentement, le fait de dire oui ou non, c'est votre super pouvoir. Vos actions, la manière dont vous communiquez votre décision. Vos limites, les frontières que vous décidez d'établir. Et votre intégrité, la décision qui est en accord avec vos valeurs les plus profondes. Imaginez un archer. L'archer stoïcien sait qu'il contrôle la qualité de sa flèche, la tension de son arc, la précision de sa visée et le moment de sa décoche. Mais une fois la flèche partie, il ne contrôle plus rien. Ni la bourrasque de vent soudaine, ni l'oiseau qui passe, ni la cible qui bouge. Le retour de cette personne, c'est la météo. C'est le vent. Vous ne contrôlez pas le vent. Vous ne faites que contrôler votre posture, votre visée, votre décision de tirer ou non. Je vous propose un exercice pratique. Prenez une feuille. Faites 2 colonnes. D'un côté, listez toutes vos peurs et vos espoirs concernant son retour. De l'autre, listez les actions et les décisions qui sont 100% sous votre contrôle. Vous verrez que toute votre angoisse vient de la première colonne. Votre pouvoir vient entièrement de la seconde. Prenez la décision de ne vivre que dans la deuxième colonne. La deuxième étape est le scalpel de la vérité. Maintenant que vous avez ramené votre attention à l'intérieur de votre forteresse, il est temps de jouer les détectives. Un stoïcien ne se fie pas aux impressions. Il les examine, les dissèque, jusqu'à n'en garder que la donnée brute, objective. Votre impression. Il m'a envoyé un long message d'excuses, il a l'air si sincère, il a changé. La réalité objective. J'ai reçu un message texte contenant des mots d'excuses. Voyez la différence ? La première est une histoire que vous vous racontez. La seconde est un fait. Votre travail est de vous en tenir aux faits. Devenez un scientifique de la situation. Voici votre protocole d'investigation. Premièrement, l'analyse du pourquoi maintenant. Le changement n'arrive pas dans le vide. Quelle circonstance objective dans sa vie a pu catalyser ce retour précisément maintenant? A-t-il mis fin à une autre relation? A-t-il perdu son emploi? Traverse-t-il une période de solitude? Souvent, le retour n'est pas motivé par votre valeur, mais par leur vide. Une analyse froide du timing est souvent plus révélatrice que n'importe quelle déclaration d'amour. Soyez cynique. Le cynisme est le bouclier de la raison. Deuxièmement, la quête des preuves. Les mots sont de la vapeur. Les actions sont des briques. Ne construisez jamais un pont avec de la vapeur. Oubliez tout ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été fait? Depuis la trahison, quelles actions concrètes cette personne a-t-elle entreprises qui démontrent une introspection et un changement profond? A-t-elle suivi une thérapie? A-t-elle pris des responsabilités publiques pour son tort? A-t-elle fait des efforts constants et désintéressés pour réparer les dommages causés, même quand elle pensait que vous ne reviendriez jamais? Si le dossier de preuve est vide, alors les paroles ne sont que du bruit stratégique. Le fardeau de la preuve ne vous incombe pas. Il est entièrement, et lourdement, sur ses épaules. Troisièmement, l'étude des schémas. Le meilleur prédicteur du comportement futur est le comportement passé. Est-ce la première fois que ce schéma de trahison-regret-retour se produit? Soyez honnête. Avez-vous déjà été dans cette situation, même à plus petite échelle? Si la réponse est oui, alors vous n'êtes pas face à une erreur, mais face à un algorithme. Un programme. Et vous devez vous demander si vous avez envie d'être le bug répétitif de son système. En appliquant ce scalpel, vous passez d'une position de victime potentielle à une position d'analyste. L'émotion est mise de côté, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle est un mauvais instrument de mesure pour cette tâche spécifique. La troisième étape est l'acte de souveraineté. Nous arrivons à la décision. Quelle que soit votre conclusion après l'analyse, l'acte final doit être un acte de vertu. Pour les stoïciens, il y a 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Votre décision doit être un mélange des 4. Mais avant la décision, il y a un acte interne essentiel, le pardon stoïcien. Oubliez tout ce que la société vous a appris sur le pardon.
Le pardon stoïcien n'a rien à voir avec l'autre personne. Ce n'est pas une absolution. Ce n'est pas effacer la dette. Ce n'est pas dire ce que tu as fait est acceptable. Le pardon stoïcien est un acte purement égoïste de libération personnelle. C'est le moment où vous décidez d'arrêter de boire vous-même le poison de la rancune en espérant que l'autre meure. La colère, le ressentiment. Sénèque appelait cela une folie passagère. Ces émotions vous maintiennent enchaînés au passé et à la personne qui vous a blessé. Pardonner, c'est couper cette chaîne. C'est un acte de désinfection de votre propre âme. C'est dire, ton acte était une erreur, une ignorance, une faiblesse. Il ne définit pas ma valeur. Et surtout, il ne définira plus mon état émotionnel présent. Je te libère de ma haine, non pas pour toi, mais pour que je puisse enfin être totalement libre de toi. Vous pouvez, et devriez, pardonner, même si vous ne revoyez plus jamais cette personne. Une fois ce pardon interne acté, 2 chemins souverains s'offrent à vous. Pas un bon et un mauvais. Juste 2 stratégies différentes pour protéger votre forteresse. Le premier chemin est la porte verrouillée, la paix par la distance. C'est l'acte de sagesse qui consiste à reconnaître qu'une source de chaos n'a pas sa place dans votre vie. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une mesure de quarantaine. C'est l'acte de l'agriculteur qui arrache les mauvaises herbes non pas parce qu'il les déteste, mais pour que ces cultures puissent s'épanouir. Choisir ce chemin demande du courage. Le courage de faire face à la culpabilité potentielle, à la pression sociale, au et si. C'est affirmer que votre paix intérieure est non négociable. C'est une déclaration de souveraineté. Concrètement, cela signifie une communication claire, ferme et définitive. Je te remercie pour tes excuses et je te pardonne, pour moi. Cependant, pour protéger ma tranquillité, j'ai décidé que notre chemin commun s'arrête ici. Je te souhaite le meilleur, mais à distance. Pas de débat. Pas de négociation. La décision est prise. Ensuite, c'est l'acte de bloquer, de supprimer, de créer un espace vide sacré là où il y avait du bruit. C'est un acte de création par la soustraction. Le second chemin est le nouveau contrat, la prudence par les frontières. Ceci n'est pas un retour à la normale. C'est le chemin le plus difficile, le plus dangereux, et il ne devrait être envisagé que si l'analyse de l'étape 2 a révélé des preuves accablantes et irréfutables de changements profonds et durables. Si vous choisissez cette voie, vous ne redevenez pas des partenaires ou des amis. Vous devenez les signataires d'un nouveau contrat, sur une page blanche, après la faillite totale de l'entreprise précédente. Et ce contrat a des clauses de fer. Ce n'est pas un retour à la confiance aveugle. C'est l'instauration d'une période probatoire, potentiellement très longue. La confiance n'est plus un acquis, c'est un privilège qui se gagne goutte à goutte, par la cohérence absolue entre les paroles et les actes. Ce contrat doit être explicite. Les limites doivent être articulées clairement. Voici les comportements du passé que je ne tolérerai plus, jamais. La première occurrence mettra fin à ce contrat, sans préavis. La dynamique de pouvoir a changé. Vous n'êtes plus un partenaire égal en termes de confiance. Vous êtes l'observateur, le vérificateur. Ce n'est pas une position confortable, ni pour vous, ni pour l'autre. C'est une relation sous surveillance. Choisir ce chemin, c'est faire le pari que le potentiel de la nouvelle relation vaut le risque constant et l'hypervigilance qu'elle va exiger. C'est un choix qui demande une force et une objectivité surhumaine. Quelle que soit la porte que vous choisissez, le travail n'est pas terminé. Le stoïcisme est une pratique quotidienne. Si vous avez choisi la porte verrouillée, vous ferez face à des vagues de doute ou de solitude. C'est normal. Votre exercice sera de relire votre analyse, de vous souvenir des faits, et de réaffirmer votre décision avec la raison. Célébrez votre courage. Chaque jour où la paix règne dans votre royaume intérieur est une victoire que vous vous êtes offerte. Si vous avez choisi le nouveau contrat, votre pratique sera la préméditation des mots. Chaque matin, imaginez que la trahison se reproduit aujourd'hui. Imaginez la déception. Ressentez-la. Puis, planifiez votre réponse vertueuse. Comment réagiriez-vous avec calme, raison et dignité? En vous préparant au pire, vous lui enlevez son pouvoir de surprise et de destruction. Vous ne vivez pas dans la peur, vous vivez dans la préparation.
Cela vous permet d'apprécier les bons moments, tout en étant invincible face aux mauvais. Le retour de cette personne n'est finalement pas une question qui la concerne. C'est une question qui vous est posée à vous. Qui voulez-vous être? Une feuille emportée par le vent de vos émotions et des actions des autres? Ou le rocher, que les vagues frappent sans cesse, mais qui reste inébranlable, et autour duquel l'eau finit par s'apaiser? La trahison vous a peut-être mis à genoux. Mais ce moment, ce choix, est une opportunité de vous relever. Non pas comme la personne que vous étiez avant, mais comme l'architecte conscient et délibéré de votre propre citadelle intérieure. La question n'a jamais été de savoir s'il fallait lui rouvrir la porte. La question a toujours été de savoir comment vous alliez garder la vôtre. Choisissez la sagesse. Choisissez la force. Choisissez la paix.